Le jour où j'ai entendu mon fils souhaiter ma disparition définitive était un dimanche d'octobre à Toulouse. Le gâteau au chocolat tremblait légèrement entre mes mains, tandis que je m'approchais de la porte-fenêtre donnant sur la terrasse. Sous mon bras, le cadeau soigneusement emballé, cette montre qu'il admirait depuis des mois dans la vitrine de la bijouterie rue Saint-Rome. Je m'appelle Claudine Martin, j'ai 62 ans, et jamais je n'aurais imaginé que les 28 ans de mon fils Mathieu se transformeraient en révélations si douloureuses. Les rires fusaient de la terrasse où mes invités célébraient son anniversaire. L'odeur du barbecue flottait dans l'air tiède de cette fin d'automne toulousain, mélangée aux notes de ce Cahors que j'avais choisi spécialement pour l'occasion. Toute ma vie s'est construite autour de Mathieu. Veuve depuis ses 14 ans, quand mon époux Pierre a succombé à un infarctus sur son chantier, j'ai consacré chaque souffle, chaque euro, chaque parcelle d'énergie à offrir à mon fils la meilleure existence possible. Femme de ménage à l'aube, repasseuse l'après-midi, cuisinière dans une brasserie les week-ends. 3 emplois pour qu'il ne manque de rien, pour qu'il puisse étudier, rêver, grandir, sans les contraintes de notre condition modeste. À 62 ans, je porte en moi des décennies de fatigue silencieuse, quelques rides creusées par l'inquiétude maternelle, mais aussi une force que je pensais inébranlable. Du moins, jusqu'à ce dimanche. Je me suis immobilisée derrière la porte-fenêtre, écoutant malgré moi la conversation qui se déroulait sur ma terrasse. À travers le vitrage, j'apercevais Mathieu près du barbecue, en compagnie de Maxime et Thomas, ses amis de toujours. Chloé, sa petite amie du moment, consultait son téléphone à la table de jardin, tandis que d'autres invités circulaient avec leur verre de vin. « Ta mère s'est vraiment surpassée pour cette fête », commentait Thomas, sa voix portant clairement jusqu'à moi. Traiteur, champagne millésimé, elle a même engagé cette dame pour les petits fours gastronomiques. Mathieu a levé son verre de bière avec un geste désinvolte. Ouais, comme d'habitude, elle essaie d'acheter mon affection. Elle croit que l'argent résout tout. Ces mots ont figé le sang dans mes veines. Le gâteau a vacillé dangereusement entre mes mains tremblantes. Au moins, elle se soucie de toi, intervint Maxime. Ma vieille se rappelle à peine que j'existe. Le rire de Mathieu n'avait aucune tendresse. Tu parles? Maman est toujours sur mon dos, me harcelant pour que je trouve un emploi, que je me marie, que je devienne responsable, comme si elle ne comprenait pas que le monde a changé, que ce n'est plus comme à son époque. J'ai serré les doigts contre l'assiette du gâteau, observant mon fils faire un geste dédaigneux avec sa bouteille de bière. Puis, il a prononcé les mots qui ont brisé quelque chose d'irréparable en moi. Franchement, le plus beau cadeau qu'elle pourrait me faire serait de disparaître de ma vie pour toujours. Je suis fatigué de ces sermons et de cette manie de vouloir tout contrôler. Un coup de poing invisible m'a coupé le souffle. J'ai reculé instinctivement, manquant de laisser tomber le gâteau. 28 années d'anniversaire, de Noël, de nuit blanche à son chevet quand il était malade, tout réduit à cette phrase cruelle. « Carrément, ta mère est vraiment collante », renchérit Thomas en levant sa bouteille comme pour porter un toast. « Je parie qu'elle a déjà planifié ta vie entière dans son agenda. » Maxime éclata de rire. « C'est ça les mères, je me sacrifie, donc tu me dois quelque chose. » Exactement, continua Mathieu, pivotant vers la maison sans me voir reculer précipitamment contre le mur. Parfois, je me dis comme ce serait bien si elle pouvait simplement, je ne sais pas, trouver un autre endroit où s'installer définitivement. Le cadeau a glissé de mon bras. Je l'ai rattrapé in extremis, tandis que mes jambes fléchissaient. Cette montre pour laquelle j'avais économisé pendant des mois venait de perdre toute sa valeur. « Tu peux toujours déménager », lança Chloé depuis la table sans lever les yeux de son écran. « Avec quel argent? Elle contrôle tout ici. Elle agit comme si j'avais encore 12 ans. » Mathieu vida sa bière et jeta la bouteille vide dans la poubelle la plus proche. Mais au moins, le logement gratuit compense. Les rires ont explosé à nouveau. Je suis restée immobile, une femme de 62 ans, tenant un gâteau d'anniversaire pour quelqu'un qui souhaitait ma disparition. Cette fête perdait soudain tout son sens. Mes mains tremblaient incontrôlablement. Le gâteau oscillait dangereusement, tandis que les souvenirs s'abattaient sur moi comme une avalanche douloureuse. La remise de diplôme de Mathieu, quand il m'avait présenté à ses camarades comme celle qui paie les factures.
Le Noël dernier, où il n'avait pas décollé les yeux de son portable en ouvrant les cadeaux que j'avais choisis avec tant d'amour. Ce matin où il avait utilisé ma carte bancaire sans prévenir, et quand je l'avais questionné, il avait dit que j'étais trop dramatique pour ces choses-là. J'avais été si aveugle pendant tout ce temps. Tout ce que j'avais fait, tout ce que j'avais planifié, réduit à une mère autoritaire et envahissante. La fête continuait dehors, ignorant le fait que je me tenais là, pétrifié comme une statue. Mathieu restait près du barbecue, retournant les merguez, tandis que Thomas racontait une histoire qui faisait rire tout le monde. Ils semblaient si à l'aise, si naturels dans leur moquerie de la femme qui avait rendu cette fête possible. À travers le vitrage, je voyais mon fils vivre sa vérité, profitant d'une célébration financée par quelqu'un qu'il voulait voir disparaître de sa vie. Ma poitrine s'est contractée, mais ce n'était plus seulement de la douleur. C'était quelque chose de plus froid, de plus calculé. J'ai pensé aux traites de cette maison que je payais depuis 6 ans, depuis que je l'avais achetée pour qu'il puisse y habiter. Aux factures d'électricité, d'eau, aux courses, tout ce que Mathieu considérait comme acquis en rêvant secrètement de ma disparition. Je me suis dirigé vers la cuisine. Mon esprit commençait à fonctionner différemment, plus clairement, plus objectivement. Si Mathieu voulait tant que je sorte de sa vie, peut-être était-il temps de réaliser ce souhait, mais pas de la manière qu'il espérait. Le gâteau pouvait attendre, les bougies aussi. D'abord, j'avais quelques coups de téléphone à passer. Cette nuit-là, je n'ai pas trouvé le sommeil. Étendu dans mon lit, j'écoutais les derniers invités partir vers 00h30, leur voix avinée s'éloignant dans la rue Gambetta. Quand Mathieu a enfin monté l'escalier vers sa chambre, la maison s'est enveloppée d'un silence lourd qui semblait hurler toutes les vérités que j'avais ignorées pendant trop longtemps. Les mots de mon fils résonnaient dans ma tête comme un disque rayé. Le meilleur cadeau serait qu'elle disparaisse de ma vie pour toujours. Chaque fois que je fermais les yeux, je revoyais cette scène. Je voyais ses amis acquiescer. Je voyais Chloé ricanant comme si c'était la chose la plus amusante du monde. À 4h du matin, j'ai renoncé à dormir. Je suis descendu à la cuisine, préparer du café. La maison était sans dessus-dessous. Des verres éparpillés partout, de la vaisselle sale dans l'évier, des bouteilles vides jonchant le sol de la terrasse. La décoration que j'avais confectionnée avec tant de soin était froissée, certaines guirlandes déchirées. Comme si la fête avait piétiné non seulement ma maison, mais aussi ma dignité. Je me suis assise à la table de la cuisine, ma tasse entre les mains, et j'ai commencé à réfléchir véritablement. Pas avec émotion, pas avec des larmes, mais avec la froideur de quelqu'un qui voit enfin la réalité en face. Mathieu avait 28 ans et n'avait jamais travaillé un seul jour de sa vie. Chaque fois que je suggérais qu'il cherche un emploi, il répondait que le marché était difficile, que ça ne valait pas le coup de gagner si peu, que je ne comprenais pas comment les choses fonctionnaient aujourd'hui. Je me souvenais de toutes les fois où j'avais réglé ces factures de carte bleue sans broncher, des frais universitaires que j'avais payés en travaillant les week-ends, de la voiture que j'avais achetée à mon nom parce qu'il ne pouvait pas obtenir de crédit. J'ai pris une feuille de papier et commencé à noter des chiffres. Combien je dépensais par mois pour entretenir Mathieu? Alimentation, facture d'électricité qui flambait à cause de la climatisation qu'il laissait tourner toute la journée, Internet, télévision par satellite, essence de la voiture. Quand j'ai terminé l'addition, le montant m'a effrayé. Plus de 1 800 € mensuels. Presque toute ma retraite. Et en échange de quoi? D'un fils qui me voyait comme un fardeau, qui m'humiliait devant ses amis, qui rêvait du jour où je disparaîtrais de sa vie. Le soleil commençait à se lever quand je suis restée assise dans cette cuisine en désordre. Mathieu dormait encore, ignorant probablement que sa mère avait passé la nuit à repenser toute cette situation. Pour lui, c'était juste une fête de plus, une soirée de plus où il avait obtenu ce qu'il voulait à mes frais. Vers 8h, j'ai commencé à ranger la maison. Pas parce qu'il le méritait, mais parce que je ne supportais pas de vivre dans le chaos. Pendant que je ramassais les verres et lavais la vaisselle, une idée a commencé à germer dans mon esprit. Une idée qui m'effrayait par sa simplicité et en même temps par sa justesse. Mathieu voulait que je disparaisse de sa vie. Très bien, je pouvais faire en sorte que cela arrive. Vers 10h, il est descendu à la cuisine en pyjama, avec cette tête de lendemain de cuite que je connaissais bien,
Il a pris un verre d'eau, avalé un cachet contre les maux de tête et m'a à peine regardé, comme d'habitude. « Bonjour Mathieu, la fête était réussie ?» ai-je demandé, testant sa réaction. « Ouais », a-t-il répondu sèchement, pianotant sur son portable. « Merci d'avoir tout organisé. » Aucune tendresse dans ses mots. Juste une obligation sociale, comme on remercie un serveur pour le service rendu. « De rien, mon chéri. Tu sors aujourd'hui ?»« Je vais retrouver les copains cet après-midi. Pourquoi ?» Simple curiosité. Il est remonté dans sa chambre sans plus de conversation. Pour Mathieu, c'était juste un lundi comme les autres. Pour moi, c'était le jour où tout allait changer. J'ai attendu qu'il quitte la maison et j'ai commencé mes recherches. D'abord, j'ai appelé l'agence immobilière qui s'était occupée de l'achat de la maison. Je voulais savoir combien elle valait aujourd'hui, 6 ans après. Le courtier m'a appris que les maisons de ce quartier avaient beaucoup pris de la valeur. Je pourrais la vendre pour presque le double de ce que j'avais payé. Ensuite, j'ai cherché des appartements à louer dans d'autres villes, des endroits où je pourrais recommencer, loin d'ici, loin de cette dynamique malsaine où je n'étais qu'une pourvoyeuse de fonds invisibles. J'ai trouvé plusieurs options intéressantes à Lyon, chez ma sœur Annie, à des prix bien inférieurs à ce que je dépensais pour entretenir Mathieu. Tout l'après-midi, j'ai organisé des papiers, documents de la maison, relevés bancaires, actes de mariage, tout ce dont j'aurais besoin pour recommencer ailleurs. Chaque document que je séparais était comme une brique retirée du mur qui m'emprisonnait dans cette vie. Mathieu est rentré en fin d'après-midi, animé comme toujours après une journée avec ses amis. Il m'a salué rapidement et s'est dirigé vers sa chambre. J'ai entendu sa console de jeu s'allumer, comme tous les soirs. Ce bruit qui m'agaçait autrefois me donnait maintenant la certitude que je prenais la bonne décision. Pendant le dîner, j'ai essayé de lui parler de l'avenir, de projets, de travail, de responsabilités. Il me répondait par monosyllabes, visiblement irrité que je l'embête. Quand j'ai suggéré qu'il était peut-être temps qu'il participe aux charges de la maison, il a ri. « Maman, tu sais bien que je n'ai pas d'argent pour ça. Quand j'aurai trouvé un bon emploi, on en reparlera. Et quand est-ce que ce sera ? Quand il y aura une opportunité qui en vaut la peine. » J'ai compris que pour Mathieu, aucune opportunité ne serait jamais assez bonne. Il s'était installé dans la vie que je lui offrais, et tant que je continuerais à tout financer, il n'aurait aucune raison de changer. Ce soir-là, après qu'il soit monté dans sa chambre, je me suis rassise dans la cuisine et j'ai téléphoné à ma sœur Annie à Lyon. Cela faisait des mois que nous n'avions pas eu une vraie conversation, toujours trop occupés par nos problèmes respectifs. « Annie, c'est Claudine. Comment vas-tu ?»« Claudine ! Quelle surprise ! Ça va bien ? Et toi ? Je traverse quelques changements. Est-ce que je pourrais venir te rendre visite quelques jours ? Bien sûr. La maison est assez grande. Il s'est passé quelque chose ? Je lui ai raconté brièvement la situation. Annie était indignée. Ce gamin a besoin d'apprendre ce que c'est que la responsabilité, Claudine. Tu en as trop fait pour lui. C'est bien ça. Maintenant, je vais faire différemment. Guélo, qu'est-ce que tu as en tête ? Je vais disparaître de sa vie, exactement comme il l'a demandé. Quand j'ai raccroché, j'ai ressenti une paix que je n'avais pas connue depuis des années. J'avais enfin pris une décision, non par colère, non par vengeance, mais par amour-propre, par respect pour la femme que j'avais été avant de devenir simplement la mère de Mathieu. Le mardi suivant, Mathieu est descendu à la cuisine plus animé que je ne l'avais vu depuis des semaines. Il portait un sac à dos et arborait ce sourire qu'il affichait quand il avait de bonnes nouvelles à annoncer. « Maman, j'ai une nouvelle. Maxime a touché une prime exceptionnelle au bureau de son père et il invite toute la bande à passer quelques jours à Biarritz. On va loger dans une auberge de jeunesse près de la plage, profiter un peu de l'océan. C'est formidable, mon chéri. Quand partez-vous ? Aujourd'hui même. Thomas vient nous chercher à 14 heures. On reste jusqu'à dimanche. 5 jours. 5 jours entiers loin de la maison. Pendant que Mathieu me parlait de ses projets de voyage, des soirées qu'il comptait faire, des mérites qu'ils avaient de prendre des vacances après tant de temps d'inactivité, j'avais l'impression que l'univers conspirait en ma faveur. J'aurais juste besoin d'un peu d'argent pour les dépenses là-bas, maman. Tu pourrais me prêter 200 €? Mathieu, tu as 28 ans.
Tu ne trouves pas qu'il serait temps d'avoir ton propre argent pour tes propres loisirs? Il a fait cette grimace de celui qui ne comprenait pas pourquoi je compliquais quelque chose d'aussi simple. Maman, c'est juste un prêt. Quand j'aurai trouvé du travail, je te rembourserai. Quand tu auras trouvé du travail, mon fils, tu n'auras plus besoin d'emprunter de l'argent pour t'amuser. Il a soupiré avec impatience. Pour Mathieu, j'étais difficile sans raison. Après tout, que représentaient 200 € pour une mère qui lui avait toujours tout donné? Bon, je me débrouillerai avec Maxime, il a dit qu'il pourrait me dépanner. Parfait, amuse-toi bien. Mathieu est monté dans sa chambre terminer son sac. Je suis resté dans la cuisine à boire mon café, mais mon esprit tournait déjà à 100 à l'heure. 5 jours, c'était plus de temps que je n'avais osé en rêver. Suffisamment pour faire tout ce que j'avais besoin de faire sans pression, sans qu'il questionne chacun de mes mouvements. À 14 heures précises, Thomas a klaxonné devant la maison. Mathieu est descendu en courant, m'a donné un bisou rapide sur la joue et m'a dit qu'il m'appellerait en arrivant. Il n'a montré aucun signe d'inquiétude à l'idée de me laisser seule. Pour lui, j'étais simplement partie du mobilier de la maison, quelqu'un qui serait là à son retour, comme j'avais toujours été. Dès que la voiture a disparu au coin de la rue, j'ai pris le téléphone et appelé Monsieur Martin, l'agent immobilier. « Monsieur Martin, c'est Claudine. Pouvons-nous accélérer le processus pour la maison? J'ai besoin qu'elle soit vendue cette semaine. » Madame Martin, c'est une urgence très importante. Normalement, il faut plus de temps pour trouver des acheteurs sérieux. Je baisserai le prix autant qu'il faudra. Je veux qu'elle soit vendue encore cette semaine. Il y a eu un silence de l'autre côté de la ligne. Monsieur Martin calculait les possibilités. Si nous baissons à 160 000 € et que nous la présentons comme une opportunité, je pense que nous pouvons y arriver. Mais ce sera serré, Madame Martin. Alors serrons-nous. Quand pouvez-vous commencer? Aujourd'hui même. Je vais photographier la maison cet après-midi et la mettre sur les principaux sites de vente. Demain, je pourrai déjà programmer les premières visites. Oh, parfait. Je vous attends. Cet après-midi-là, Monsieur Martin est arrivé avec un photographe professionnel. Ils ont pris des dizaines de photos de la maison, chaque angle, chaque pièce. Je les accompagnais en silence, voyant ma maison se transformer en produit, en opportunité commerciale. Le soir, j'ai appelé ma sœur Annie à Lyon. « Annie, tu te souviens que je t'ai dit vouloir te rendre visite? Je pourrais venir la semaine prochaine? » « Bien sûr que tu peux, Claudine, mais tu sembles pressée. Il s'est passé quelque chose? » Je mets un plan en action. Un plan qui va changer ma vie pour toujours. Quel genre de plan? Tu le sauras bientôt. J'ai juste besoin que tu me confirmes que je peux rester chez toi quelque temps, le temps de m'organiser. Tu peux rester autant que tu veux. Cette maison est aussi la tienne. Le mercredi, les appels ont commencé. Monsieur Martin me téléphonait toutes les heures avec des mises à jour. 3 familles voulaient visiter la maison ce jour même. L'une d'elles avait déjà montré un intérêt sérieux et voulait programmer une deuxième visite. Les visites ont commencé à 9 heures du matin. La première famille a aimé la maison mais voulait négocier le prix. La deuxième l'a trouvée trop petite. Mais la troisième, un couple d'enseignants avec une fille adolescente, en est tombé amoureux immédiatement. « Madame Martin, cette maison est parfaite pour nous, » a dit la femme, les yeux brillants. Cela fait longtemps que nous cherchons quelque chose comme ça dans un quartier tranquille, près des écoles. Son mari, un homme calme et poli, est allé droit au but. Nous pouvons payer 160 000 € comptant. Si vous acceptez, nous pouvons signer le contrat aujourd'hui même. J'accepte. Quand pouvons-nous faire l'acte de vente? Monsieur Martin s'est immiscé dans la conversation. Si nous nous dépêchons avec la paperasserie, nous pouvons faire l'acte de vente vendredi. 2 jours. En 2 jours, la maison serait vendue et Mathieu reviendrait dans un monde complètement différent de celui qu'il avait quitté. Le jeudi, pendant que je signais les papiers dans le bureau de Monsieur Martin, j'ai reçu un appel de Mathieu. Il était sur la plage, tout excité, me racontant les fêtes, les filles qu'ils avaient rencontrées, à quel point le voyage était génial. « Maman, tu ne peux pas imaginer comme c'est bien ici. On aurait dû faire ce voyage plus tôt. »« Tant mieux que tu t'amuses, mon fils. » Vraiment. Je pense même à rester quelques jours de plus. Les copains veulent prolonger jusqu'à mardi. Reste le temps que tu veux, Mathieu. Profite bien. Merci, maman.
Je t'aime. Moi aussi je t'aime, mon fils, plus que tu ne peux l'imaginer. C'était vrai. Je l'aimais tant que j'étais en train de faire ce que j'aurais dû faire des années plus tôt, lui apprendre à être responsable de ses propres choix. Le vendredi, j'ai signé l'acte de vente. 160 000 € ont été virés sur mon compte. La famille d'enseignants a reçu les clés avec le sourire, parlant des projets qu'ils avaient pour chaque pièce de la maison. Durant le week-end, j'ai déménagé dans un petit appartement que j'avais loué au centre-ville. Je n'ai emporté que mes vêtements personnels et quelques objets de valeur sentimentale. Tout ce qui appartenait à Mathieu est resté rangé en carton dans le garage de ma voisine, Madame Martineau. Elle s'était proposée pour m'aider quand je lui avais expliqué ma situation. « Vous faites ce qu'il faut, Claudine. Ce gamin doit apprendre à marcher sur ses propres jambes. » Le dimanche soir, Mathieu m'a appelé à nouveau. Il était euphorique, me racontant la fête d'adieu qu'ils avaient organisée sur la plage. « Maman, quel voyage incroyable! Je me sens renouvelée, tu sais. Je rentre avec une énergie nouvelle. »« Tant mieux, mon fils. Quand rentrez-vous ?»« Demain soir. Thomas me déposera à la maison vers 20h. »« D'accord, bon voyage de retour. » Le lundi, je suis partie pour Lyon organiser ma nouvelle vie chez Annie. Pour la première fois depuis des années, j'étais simplement Claudine, pas la mère de Mathieu. L'après-midi, j'ai demandé à Madame Martineau de mettre une lettre sur le portail de la maison vendue, une lettre adressée à Mathieu, expliquant tout ce qui s'était passé pendant qu'il s'amusait sur la côte basque. À 20h, heure où je savais qu'il arriverait, je me suis imaginé Mathieu sortant de la voiture avec son sac à dos, saluant joyeusement ses amis, encore avec le sourire de quelqu'un qui venait de passer les meilleurs jours de sa vie. Je l'ai imaginé s'approchant du portail, s'arrêtant, prenant la lettre, l'ouvrant, la lisant une fois puis 2 fois. Et puis j'ai imaginé le moment exact où il réaliserait, ses jambes fléchissant, s'appuyant contre le mur, le désespoir envahissant son visage. Mathieu venait de découvrir que demander à sa mère de disparaître avait un prix qu'il n'avait jamais imaginé devoir payer. La lettre que j'ai laissée pour Mathieu était simple, directe, sans détour. Je l'avais écrite et réécrite plusieurs fois jusqu'à trouver les mots exacts qui exprimaient tout ce que je devais dire. « Mathieu, tu as dit à ta fête d'anniversaire que le plus beau cadeau serait que je disparaisse de ta vie pour toujours. J'ai décidé de réaliser ton souhait. La maison a été vendue. Tes affaires sont dans le garage de Madame Martineau. Je commence une nouvelle vie loin d'ici. Maintenant, tu as l'indépendance que tu as toujours voulu. J'espère que tu en profiteras. Maman. » Quelques mots qui résumaient 28 années de relation, qui fermaient une époque et en ouvraient une autre complètement différente pour nous deux. Madame Martineau m'a appelé le mardi matin. Sa voix était chargée d'émotion. « Claudine, ma chérie, quelle situation terrible. Le petit est arrivé hier soir et mon Dieu, je n'ai jamais vu quelqu'un désespéré comme ça. Racontez-moi ce qui s'est passé, Madame Martineau. » Il a lu la lettre et s'est mis à crier. Il a réveillé tout le quartier. Il est resté à taper sur le portail de la maison, hurlant que les nouveaux habitants devaient partir, que c'était chez lui. Le mari de la nouvelle famille a dû menacer d'appeler la police. J'écoutais en silence, essayant d'imaginer la scène. Mathieu, qui avait toujours eu tout assuré, découvrant d'un coup qu'il n'avait plus rien. Et après, il est venu chez moi, en pleurant comme un enfant, Claudine, me suppliant de vous appeler, implorant de savoir où vous étiez. Il disait que c'était un malentendu, que vous pourriez discuter et arranger les choses. Qu'est-ce que vous lui avez répondu? Que vous m'aviez demandé de ne pas révéler où vous étiez, que vous aviez besoin de temps loin d'ici. Merci de respecter ma demande, Madame Martineau. Claudine, je sais que vous avez raison, mais voir ce garçon désespéré fait de la peine, vous savez? Ça fait de la peine, vraiment. Mais parfois la douleur est nécessaire pour grandir. Les jours suivants, Madame Martineau a continué à me tenir informée de Mathieu. Il avait passé la première nuit chez elle parce qu'elle avait eu pitié. Le deuxième jour, il avait réussi à convaincre un de ses amis de le laisser dormir sur son canapé pour quelques nuits. Claudine, il vous cherche partout comme un fou. Il est allé dans toutes les agences immobilières de la ville demander si vous aviez loué un appartement. Il est désespéré. Et pour le travail, il cherche un emploi? Ça, je ne sais pas, ma chérie. Je sais seulement qu'il passe ses journées dans les rues à vous chercher.
C'était exactement ce que j'avais prévu. Mathieu n'avait toujours pas compris qu'il devait résoudre la situation tout seul. Il espérait encore que j'apparaisse pour tout arranger, comme j'avais toujours fait. À la fin de la première semaine, Mathieu a réussi à obtenir mon nouveau numéro par quelqu'un de la famille. Mon téléphone a sonné un jeudi soir. Quand j'ai vu son nom sur l'écran, mon cœur s'est emballé. Un instant, j'ai hésité à répondre, mais je savais que cette conversation était inévitable. « Maman, maman, bon sang, où es-tu ?»« Bonsoir, Mathieu. »« Maman, il faut que je te parle. Il faut que tu reviennes. Je n'ai rien compris de ce qui s'est passé. »« Tu n'as pas compris, Mathieu? Tout est expliqué dans la lettre. »« Mais maman, tu ne peux pas avoir fait ça. Tu ne peux pas avoir vendu notre maison, toute notre vie. Où vais-je habiter? Comment vais-je vivre? » « Tu vas habiter où tu pourras payer un loyer, Mathieu, et tu vas vivre en travaillant comme font toutes les personnes normales. »« Mais je n'ai pas de travail, je n'ai pas d'argent, je n'ai rien. »« Exactement. Maintenant tu sais ce que je ressentais quand j'étais traitée comme un fardeau dans ma propre maison. » Le silence de l'autre côté de la ligne a été long. Quand Mathieu a reparlé, sa voix était entrecoupée. « Maman, je sais que j'ai dit des bêtises à ma fête. Je sais que je t'ai blessée, mais j'avais bu. J'étais nerveux avec les moqueries de mes amis. Tu sais que je ne pense pas ça vraiment. Mathieu, tu as 28 ans, l'âge suffisant pour être responsable des mots qui sortent de ta bouche. S'il te plaît, maman, donne-moi une autre chance. Je promets que je vais changer. Je vais chercher du travail. Je vais t'aider. Je serai différent. Combien de fois as-tu déjà fait cette promesse, mon fils ? » Il a commencé à pleurer de l'autre côté de la ligne. Ce n'était pas de la manipulation cette fois. C'était un désespoir authentique de quelqu'un qui comprenait enfin la gravité de la situation. « S'il te plaît, maman, dis-moi où tu es. Parlons en face à face. Arrangeons ça. » Il n'y a rien à arranger, Mathieu. Tu as obtenu ce que tu voulais. Ton indépendance totale. J'ai raccroché le téléphone le cœur serré, mais la conscience tranquille. C'était la conversation la plus difficile de ma vie, mais aussi la plus nécessaire. Mathieu m'a appelé des dizaines de fois dans les semaines suivantes, tantôt en pleurant, tantôt en essayant de me convaincre avec des arguments logiques, tantôt même en tentant de me faire du chantage émotionnel. Je répondais à certains appels, j'en refusais d'autres, mais ma position restait inébranlable. Madame Martineau continuait à me donner des nouvelles. Mathieu avait trouvé un travail à mi-temps dans un magasin de vêtements. Le salaire était bas, suffisant à peine pour payer la pension où il habitait, mais c'était un début. Claudine, le garçon a changé, plus maigre, plus sérieux. Je crois que ça fait son chemin et il parle encore de vous chercher, moins qu'avant. Je pense qu'il commence à comprendre que vous parliez sérieusement. 1 mois après mon départ pour Lyon, j'ai reçu un appel différent. Mathieu ne pleurait pas, n'était pas désespéré. Sa voix sonnait fatiguée, mais plus mûre. « Maman, je ne vais plus supplier pour que tu reviennes. J'ai compris que tu ne changeras pas d'avis. C'est bien que tu aies compris, mon fils. Je veux que tu saches que j'ai appris. Appris de la façon la plus difficile possible, mais j'ai appris. Je travaille, je paie mes propres factures. Je vis dans la réalité pour la première fois de ma vie. Et comment ça se passe? Dur, très dur. Mais je comprends maintenant pourquoi tu as fait ce que tu as fait. Maman, je veux m'excuser vraiment, pas parce que je veux que tu reviennes, mais parce que j'ai besoin que tu saches que je reconnais mes erreurs. Tes excuses sont acceptées, Mathieu. Est-ce que je peux savoir où tu es? Pas pour te courir après, mais juste pour savoir que tu vas bien. Je suis à Lyon, chez ta tante Annie, et je vais bien. Mieux que je n'ai été depuis des années. Tant mieux. Tu mérites d'être heureuse, maman. Il m'a fallu 28 ans pour m'en rendre compte, mais tu le mérites. Merci, mon fils. Maman, une dernière chose. Je sais que j'ai brisé notre relation. Je sais que peut-être on ne pourra plus jamais être comme avant. Mais est-ce qu'il y a une possibilité qu'à l'avenir, quand j'aurai prouvé que j'ai vraiment changé, on puisse au moins se parler? Mathieu, tu seras toujours mon fils. Mais notre relation maintenant doit être basée sur le respect mutuel, pas sur la dépendance. Je comprends et je vais travailler pour mériter ce respect. Quand j'ai raccroché, j'ai pleuré pour la première fois depuis que j'avais quitté Toulouse.
Je ne pleurais pas de tristesse, mais de soulagement. Enfin, Mathieu parlait comme un adulte, pas comme un enfant gâté. 6 mois s'écoulèrent depuis que j'avais quitté ma vie d'avant. 6 mois où je me réveillais chaque matin sans que personne ne me réclame rien, sans personne qui laisse la vaisselle sale dans l'évier, sans personne qui me traite comme une gêne. La maison d'Annie était devenue mon refuge, mais plus que cela, elle était devenue l'endroit où j'avais pu redécouvrir qui était Claudine avant de devenir simplement la mère de Mathieu. La routine à Lyon était complètement différente de tout ce que j'avais vécu. Je me réveillais tôt, non par obligation, mais parce que j'aimais voir le soleil se lever par la fenêtre de la cuisine qui donnait sur les monts du Lyonnais. Je prenais le petit déjeuner avec Annie, parlant de tout et de rien, des voisins, des projets pour la journée, des conversations simples, sans drame, sans tension, quelque chose que j'avais oublié qui pouvait exister. Annie était devenue plus qu'une sœur durant ces mois. Elle était ma confidente, ma partenaire, mon ancre dans cette nouvelle réalité. Elle m'observait avec ce regard de quelqu'un qui comprenait la profondeur de la transformation par laquelle je passais. « Claudine, tu es différente », m'a-t-elle dit un après-midi quelconque pendant que nous arrosions les plantes du jardin. « Plus légère, plus toi-même. » C'était vrai, et je pouvais sentir ce changement dans chaque cellule de mon corps. J'avais retrouvé le goût de lire, de cuisiner pour le plaisir, de vivre de petites joies que j'avais oubliées. L'argent de la vente de la maison était placé sur un livret d'épargne, rapportant assez pour que je puisse me suffire à moi-même sans avoir besoin de travailler immédiatement. Pour la première fois de ma vie, j'avais une sécurité financière qui ne dépendait de personne. 3 mois après mon arrivée à Lyon, j'ai commencé à faire du bénévolat dans une crèche associative du quartier. Pas parce que j'en avais besoin, mais parce que j'en avais envie. Les petits-enfants me rappelaient Mathieu quand il était petit, mais de façon positive, nostalgique, sans l'amertume des dernières années. Là, je pouvais exercer mon instinct maternel sainement, avec des enfants qui rendaient tendresse pour tendresse, qui me voyaient comme quelqu'un de spécial, pas comme un fardeau. Madame Leclerc, la directrice de la crèche, m'a dit un jour que j'avais quelque chose de particulier avec les enfants. « Claudine, vous avez quelque chose que beaucoup de personnes ont perdu. Une vraie patience. Pas une patience forcée, c'est de l'amour authentique. » Ces mots m'ont profondément touchée parce que j'y reconnaissais quelque chose que j'avais perdu avec Mathieu. Avec lui, ma patience était devenue de la peur. Mon dévouement était devenu de la servitude. Les nouvelles de Mathieu arrivaient toujours par Madame Martineau, qui m'appelait sporadiquement pour me tenir au courant. Le garçon travaillait dans un garage maintenant. Il avait quitté l'emploi du magasin de vêtements pour quelque chose de mieux payé. Il habitait dans un petit studio au centre-ville, partageait les frais avec un collègue de travail. Un de ces appels m'a particulièrement marqué. Madame Martineau m'a raconté que Mathieu était passé chez elle un dimanche après-midi, non pas pour demander de mes nouvelles, mais pour la remercier d'avoir gardé ses affaires et récupéré quelques objets personnels qui étaient encore là. Claudine, il était différent, devenu homme, vous savez. Il m'a dit qu'il apprenait à réparer les voitures, qu'il aimait ce travail. Il a dit que pour la première fois de sa vie, il comprenait ce que c'était d'arriver fatigué à la maison en sachant qu'il avait mérité ce repos. Ces mots m'ont rempli d'une satisfaction étrange. Ce n'était pas exactement de la joie, parce que ça faisait encore mal de savoir que mon fils avait dû passer par tant de souffrances pour mûrir, mais c'était du soulagement. Du soulagement de savoir que ma décision avait été correcte, que Mathieu apprenait enfin à être responsable de lui-même. J'ai commencé à rêver de lui parfois. Des rêves étranges où il apparaissait tantôt comme le petit garçon que j'avais élevé, tantôt comme l'homme adulte qu'il était en train de devenir. Dans ces rêves, nous parlions comme nous n'avions jamais réussi à parler dans la vraie vie. Il s'excusait, je lui pardonnais, et nous nous réconcilions. Mais quand je me réveillais, je savais que la réalité était plus compliquée que les rêves. Annie remarqua que je pensais davantage à Mathieu au fil des mois. « Claudine, il te manque, n'est-ce pas ?» C'était une question que j'évitais de me poser. Bien sûr qu'il me manquait. Il me manquait le fils qu'il aurait pu être, les bons moments que nous avions eus quand il était enfant, la possibilité d'une relation saine entre une mère et son fils adulte. Un après-midi d'octobre, presque 8 mois après mon départ, Madame Martineau m'a appelé avec un ton différent dans la voix. « Claudine, je dois vous raconter quelque chose sur Mathieu.
Mon cœur s'est emballé, imaginant que quelque chose de grave était arrivé. Il est venu ici aujourd'hui m'apporter des petits gâteaux qu'il avait faits lui-même. L'image de Mathieu faisant de la pâtisserie pour remercier quelqu'un était si étrange que j'ai eu du mal à l'assimiler. Le garçon qui n'avait jamais même lavé une tasse était en train de cuisiner pour d'autres personnes. Madame Martineau a continué. Il m'a dit qu'il avait une petite amie, une fille du garage. Une petite simple qui travaille dans l'administration. Il m'a dit qu'elle lui apprenait à s'occuper de la maison, à cuisiner, ces choses qu'il n'avait jamais apprises. J'ai senti une pointe de quelque chose que je n'arrivais pas à identifier, entre jalousie et satisfaction. Une autre femme faisait ce que je n'avais jamais réussi à faire, apprendre à Mathieu à être indépendant. Mais en même temps, j'étais heureuse de savoir qu'il avait trouvé quelqu'un qu'il aimait assez pour ne pas accepter d'être traité comme une employée. Elle s'appelle Mélanie, a continué Madame Martineau. Une fille de 25 ans environ, très polie. Ils vivent ensemble maintenant dans un petit appartement, petit mais bien arrangé. Mathieu m'a dit qu'elle n'accepte pas qu'il ne fasse rien à la maison. Ou il aide pour tout, ou elle s'en va. Et apparemment, il a vite appris. Ce soir-là, j'ai parlé avec Annie de cette nouvelle phase de la vie de Mathieu. Il grandit, Claudine. Aussi douloureux que ça ait été, tu as fait ce qu'il fallait. Un homme de 28 ans devait apprendre à être un homme, pas un éternel gamin. Annie avait raison, mais je me demandais encore s'il y avait eu un moyen moins drastique d'enseigner cette leçon. À la fin d'octobre, j'ai fait une découverte sur moi-même qui m'a surprise. J'étais à une fête d'anniversaire de la voisine d'Annie quand j'ai réalisé que j'avais passé des heures à parler avec les gens, à rire, à m'amuser, sans penser à Mathieu une seule fois. C'était la première fois en presque 3 décennies que mon esprit n'était pas occupé par les préoccupations d'être mère. Je suis rentrée à la maison avec une étrange sensation de légèreté. Annie m'a trouvée dans la cuisine, en train de boire une tisane avant de me coucher, et elle a fait une observation qui m'a touchée au cœur. « Tu sais que tu es guérie, n'est-ce pas ?»« Guérie de quoi ?» ai-je demandé. « Guérie de vivre la vie des autres. Pour la première fois, tu vis ta propre vie. » C'était vrai. Ces derniers mois, j'avais pris des décisions basées sur ce que je voulais, pas sur ce dont Mathieu avait besoin ou ce qu'il attendait de moi. J'avais choisi où habiter, comment passer mon temps, avec qui avoir des relations. C'étaient de petits choix, quotidiens, mais qui représentaient une liberté que j'avais oubliée qui existait. Presque 10 mois après mon départ, j'ai reçu un appel inattendu. C'était Mathieu, mais cette fois sa voix sonnait complètement différemment. Il n'y avait plus de désespoir, pas de manipulation, pas de promesses creuses. Il y avait juste un homme adulte qui voulait parler avec sa mère. « Maman, je sais que tu n'es pas obligée de répondre à mes appels, mais j'ai besoin de te raconter quelque chose. » Sa voix était plus grave, plus mature. Elle ressemblait davantage à la voix de l'homme qu'il était en train de devenir qu'à celle du gamin gâté qu'il avait été. « J'appelle parce que je veux que tu saches que je vais bien. Vraiment bien. J'apprends à être une meilleure personne. » J'ai écouté en silence pendant qu'il me parlait de Mélanie, de son travail au garage, de comment il apprenait à prendre soin de lui-même et de quelqu'un d'autre. Il m'a parlé des difficultés qu'il avait affrontées, de comme ça avait été humiliant de découvrir qu'il ne savait rien faire tout seul, de comment il avait dû tout apprendre depuis le début. À la fin de la conversation, il a dit quelque chose qui m'a fait pleurer. « Maman, je veux que tu saches que je te pardonne. » « Me pardonner quoi ?» ai-je demandé surprise. « De m'avoir trop aimé, d'avoir tout fait pour moi quand tu aurais dû m'apprendre à faire par moi-même. Je sais que ça t'a fait mal de me voir souffrir, mais c'était la meilleure chose que tu pouvais faire. » Quand j'ai raccroché, j'ai su que quelque chose avait définitivement changé entre nous. Mathieu n'était plus l'enfant qui avait besoin de moi pour tout, et je n'étais plus la mère qui avait besoin d'être nécessaire pour se sentir aimée. Décembre est arrivé avec cette chaleur particulière qu'on trouve parfois dans le sud de la France, mais il a aussi apporté une inquiétude que je n'arrivais pas à expliquer. Il y avait quelque chose dans l'air, une attente qui grandissait en moi sans raison apparente. La veille de Noël, j'organisais les cadeaux que j'avais achetés pour les enfants de la crèche quand le téléphone a sonné. C'était un numéro inconnu, mais quelque chose m'a dit de répondre. De l'autre côté de la ligne, une voix féminine jeune et polie s'est présentée comme Mélanie. « Madame Claudine, je suis la petite amie de Mathieu.
Excusez-moi de vous déranger, mais je dois vous parler de lui. Mon cœur s'est emballé. 1000 possibilités ont traversé mon esprit. Accident, maladie, problèmes au travail. Mélanie a semblé percevoir mon désespoir et m'a rapidement rassurée. Il ne s'est rien passé de grave, Madame Claudine. C'est que Mathieu est très triste, surtout maintenant en fin d'année. Vous lui manquez beaucoup. La conversation qui a suivi m'a révélé un côté de mon fils que je ne connaissais pas. Mélanie m'a raconté comment Mathieu parlait de moi, comment il portait la culpabilité de tout ce qui s'était passé, comment il avait mûri ces derniers mois. Madame Claudine, il pleure parfois, il pleure de nostalgie, de regret. Il dit qu'il ne sait pas si vous pourrez un jour lui pardonner. Je sais que ce n'est pas à moi de demander ça, mais vous ne pourriez pas au moins parler avec lui? Je l'aime, Mathieu, Madame Claudine, et c'est pour ça que je veux le voir entier, heureux. Il m'a tout raconté de ce qui s'est passé. Il a assumé toutes ses erreurs. Mais il m'a aussi dit que vous étiez la meilleure personne qu'il connaisse, que vous aviez tout fait pour lui toute sa vie. Je pense que vous méritez tous les deux une seconde chance. Le 28 décembre, j'ai pris une décision. J'ai appelé Mathieu. Quand il a répondu, sa voix a tremblé en entendant la mienne. « Maman, c'est vraiment toi ?» « C'est moi, mon fils. Mélanie m'a appelé il y a quelques jours. » Il y a eu un long silence. Quand Mathieu a reparlé, j'ai compris qu'il pleurait. « Maman, tu me manques tant. Il ne se passe pas un jour sans que je pense à toi, sans que je regrette tout ce que j'ai fait. » Tu me manques aussi, Mathieu, beaucoup plus que je ne l'avais imaginé. Ce qui a suivi a été la conversation la plus honnête que nous ayons eue depuis des années. Mathieu m'a parlé de son travail, de Mélanie, de comment il avait appris à valoriser les choses simples de la vie. « Maman, je voudrais te demander quelque chose. Je sais que je n'ai pas le droit de demander quoi que ce soit, mais est-ce que tu pourrais venir passer le Nouvel An ici? Je veux que tu rencontres Mélanie en personne. Je veux te montrer comme j'ai changé. » Le 30 décembre, j'ai pris le TGV pour Toulouse. Le voyage de retour était étrange, plein de souvenirs et d'attentes. Quand le train est entré en gare Matabio, j'ai vu Mathieu qui m'attendait. Il était plus mince, avec des vêtements simples, mais propres. Et dans ses yeux, il y avait une maturité que je n'avais jamais vue auparavant. L'appartement était petit, mais propre et organisé. Mélanie nous attendait avec un dîner simple sur la table. C'était une jolie fille au sourire sincère, qui m'a accueilli avec une tendresse respectueuse. Pendant le repas, j'ai observé comment ils se traitaient. Mathieu l'aidait à servir, se levait pour aller chercher de l'eau, demandait si elle avait besoin de quelque chose. C'était une dynamique de partenariat qu'il n'avait jamais eue avec moi. Ce soir-là, nous avons parlé jusqu'à tard. Mathieu s'est excusé formellement auprès de moi, assumant la responsabilité de toutes les erreurs qu'il avait commises. Il n'a pas essayé de se justifier, n'a rejeté la faute sur personne d'autre. « Maman, je sais que j'ai brisé notre relation. Je sais qu'on ne pourra peut-être jamais retrouver ce qu'on avait avant. Mais je veux que tu saches que j'ai appris à te respecter. J'ai appris à valoriser tout ce que tu as fait pour moi. Et si tu me donnes une chance, je veux construire une nouvelle relation avec toi. Une relation d'adulte à adulte, basée sur le respect et l'amour vrai. » J'ai regardé cet homme en face de moi et j'ai vu enfin le fils dont j'avais toujours rêvé. Pas l'enfant dépendant que j'avais élevé, mais un homme responsable qui avait appris à marcher sur ses propres jambes. Quand je suis reparti pour Lyon le 2 janvier, j'emportais avec moi la certitude que j'avais pris les bonnes décisions. Mathieu avait grandi, je m'étais retrouvée, et notre relation pouvait recommencer sur des bases beaucoup plus saines. Aujourd'hui, je peux dire que Mathieu et moi sommes devenus de meilleures personnes. Il s'est marié avec Mélanie et ils ont construit une belle vie ensemble. Je continue à habiter à Lyon, leur rendant visite quelques fois par an, étant la grand-mère des projets qu'ils ont pour l'avenir. Notre relation n'est pas parfaite, mais elle est réelle. Elle est basée sur le respect mutuel, pas sur la dépendance. Mathieu a appris à être un homme, et j'ai appris qu'aimer ne signifie pas s'effacer. Parfois, le plus grand acte d'amour qu'une mère puisse faire est d'apprendre à son enfant à voler seul, même si cela signifie le pousser hors du nid. Si cette histoire a touché votre cœur, laissez votre like, abonnez-vous à la chaîne,
Commentez ci-dessous de quelle ville vous êtes et répondez-moi. À ma place, qu'auriez-vous fait? Votre message peut égayer la journée de quelqu'un.